Bonjour à tous et à toutes. Nous allons commencer la deuxième partie, la dernière partie. Non, pas la dernière partie, parce qu'on aura une pause après cette après-midi. Donc, bon, pas mal de gens qui vont parler. Mais en tout cas, c'est la dernière après-midi du colloque enjeux sur capitalisme et jeux vidéo. Merci à vous d'être déplacés pour cet après-midi. Merci aux gens qui sont sur Zoom. Donc la table ronde de cet après-midi est globalement un peu la thématique de cet après-midi, c'est qu'on va beaucoup parler de conditions de travail dans l'industrie du jeu vidéo, des conditions aussi de syndicalisation, comment est-ce que, en fait, c'est quoi l'état du syndicalisme de l'industrie du jeu vidéo. Et la table ronde d'aujourd'hui était, en tout cas, tenait un peu à cœur au comité organisateur parce qu'on voulait essayer de faire un peu un dialogue entre le Québec et la France sur des questions de syndicalisation, parce que globalement, ces deux endroits ont été assez dynamiques par rapport à ces questions-là ces dernières années. Il y a eu beaucoup de changements, beaucoup d'évolutions, et on en parlera pendant la table ronde. Donc, on a réussi à réunir 3 personnes qui sont en mesure de nous, merci, de nous parler de ces enjeux. Donc, je vais commencer par les présenter. Ici, à Montréal, nous avons Masha Lopez. Donc, tu es autrice et créatrice de jeux vidéo. Tu es militante syndicale et anticapacitisme. Donc, tu es au Game Workers Unite depuis que tu es arrivée à Montréal. Ça fait 3 ans. Ça fait 3 ans. Et tu as également milité au STJV. Moi, j'étais membre du STJV quand j'étais en France. En France. Donc, STJV, syndicat des travailleurs et travailleuses, dont on parlera plus en détail dans le table ronde. Et donc, parmi tes inspirations, on retrouve la santé mentale, les dynamiques de pouvoir et la survie collective dans une ère d'horreur psychologique. Joachim, toi aussi, tu es au Game Workers Unite. Tu travailles actuellement comme développeur de jeux à Montréal et enseigne à l'Université Concordia. Tu es membre fondateur de l'organisation que tu représentes aujourd'hui. Et tu milites depuis de nombreuses années autour des enjeux de travail et de justice sociale, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de l'industrie du jeu vidéo. Voilà. Et en distanciel, nous avons Chloé Lebas, que nous remercions de participer en distanciel alors qu'il commence à se faire un peu tard en France. Donc Chloé, tu es doctorante et enseignante à l'Université de Lille. Tes recherches portent sur les possibilités d'un renouveau des mobilisations collectives au travail sous le capitalisme de plateforme à partir du cas des livreurs à deux roues et des travailleuses du jeu vidéo. Militante syndicale et féministe depuis 10 ans, tu souhaites montrer par tes travaux que les luttes syndicales peuvent émerger même dans des secteurs a priori défavorables. Merci aussi de ta présence. Merci à vous trois d'avoir accepté de faire cette année. Donc, sans plus attendre, j'ai pensé que ce serait intéressant de faire un peu un tour de table sur, d'une part, l'état du syndicalisme, que ce soit au Québec et en France. On va commencer ici avec vous deux pour, d'une part, présenter qu'est-ce que le Game Workers Unite, de nous faire un peu rapidement l'historique de la création de Boo. Et puis ensuite, on passera à la question française avec Rocha et Claude. Ouais. OK. Alors, oui, Game Workers Unite, donc, à la base, ça a commencé il y a à peu près 6 ans et c'est commencé comme une sorte de mouvement presque quasi spontané. Enfin, il y avait eu des discussions pendant longtemps avant autour de l'idée de syndiquer l'industrie, mais ça s'est comme formé en réponse à un panel à la Game Developers Conference aux États-Unis qui était un peu un panel de union busting. Donc, c'était une représentante de l'IGDA, qui est une organisation qui, surtout à l'époque, représente surtout les patrons dans l'industrie et qui, en fait, faisait une présentation, les syndicats, le bon et le mal. Et c'était clairement en réponse à l'agitation qu'il y avait dans l'industrie autour de l'idée de la syndicalisation. Et donc, des gens se sont mobilisés. Est-ce que ça fait du bruit bizarre? Ah, OK. Des gens se sont mobilisés pour, en fait, contrer ça. Et c'est autour de ça que plusieurs organisations se sont formées un peu partout dans le monde, aux États-Unis, au Canada, à Montréal, c'est Game Workers Unite Montréal, mais aussi en Europe, en Australie et un peu dans le reste du monde aussi. Ces organisations sont toutes plus ou moins indépendantes, mais elles sont aussi en contact les unes avec les autres, etc. Donc, Game Workers Unite Montréal, c'est l'organisation qui existe au Québec. Et le but de cette organisation, c'est de syndiquer l'industrie ou de soutenir les campagnes de syndicalisation dans l'industrie au Québec. Un truc qu'on s'est tous rendu compte assez vite, c'est qu'il y a beaucoup de différences, en fait, dans les différents pays par rapport au processus de syndicalisation. Donc, par exemple,
En Europe, c'est un système très différent du système qu'on a en Amérique du Nord, aux États-Unis, au Canada. Et ça donne à des stratégies différentes et un besoin pour des organisations différentes. Donc ici, il y a un besoin pour une organisation comme Game Workers Unite qui n'est pas elle-même un syndicat, mais qui soutient les campagnes syndicales, tandis que dans d'autres pays comme la France, ce n'est pas forcément le cas, mais je laisserai les autres en parler. Ouais. Justement, je pense qu'on parlera de comment est-ce que ça s'organise un peu différemment. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter sur le... Juste pour rajouter sur les actions de Game Workers Unite Montréal, c'est ça, c'est qu'on est en fait comme un collectif de développeurs, développeuses de jeux vidéo de à peu près tous les corps de métier, des artistes, des programmeurs, des animateurs, des scénaristes, comme c'est mon cas, etc. Et donc, notre but, c'est de promouvoir l'idée de syndicalisation dans le milieu par différents moyens. Et notamment, voilà, on crée de la documentation, de la littérature. On essaye d'être présent sur des événements, on essaie de faire de la formation aussi. On va auprès des universités, auprès des écoles spécialisées, etc., pour expliquer un petit peu quel est l'état des conditions de travail dans le jeu vidéo et pourquoi est-ce qu'on pense que la syndicalisation, c'est une fin en soi pour nous et pour faire grandir et évoluer le milieu. Donc c'est important quand même de rappeler donc, clairement, si on parle à la fois de syndicalisme au Québec, France, il y a quand même des manières différentes de vous mobiliser ici. Et justement, donc Chloé, maintenant je passe à toi. Est-ce que tu peux nous présenter le paysage syndical du jeu vidéo en France et très rapidement, c'est-à-dire quelles sont un peu les différentes organisations et comment ça a émergé? Ok, alors c'est toujours un peu particulier de parler à la place des acteurs, parce que finalement, les personnes qui en parlent le mieux, c'est les personnes concernées elles-mêmes. Donc, je sais pas, toi qui as été au STJV par ailleurs, tu pourras peut-être aussi en parler un peu plus de l'intérieur, parce que nous, sociologues, voilà, on répète un peu ce qu'on nous raconte, hein, de toute façon. Donc, ce qui est un peu spécifique en France, et qui d'ailleurs est commun avec les livreurs à vélo, parce que moi je viens plutôt des livreurs à vélo de base, hein. Voilà, je suis partie de là. C'est qu'on a à la fois un syndicat qui va se dire autonome, qui est le syndicat des travailleurs et travailleuses du jeu vidéo. Donc, qui s'est créé, alors je suis nulle en date, mais il me semble en 2018, et qui a la particularité, donc un peu comme le Game Workers Unite, de syndiquer autour du champ du jeu vidéo, et donc de syndiquer tous les corps de métier qui touchent au jeu vidéo. Donc ça, c'est une forme de syndicalisme qui est un peu particulière, parce elle va être catégorielle. Là où, par exemple, on a un autre syndicat comme Solidaire Informatique, qui en fait n'est qu'une section d'un syndicat plus large qui s'appelle, donc il y a une section jeux vidéo, pardon, dans le syndicat plus large Solidaire Informatique, qui fait lui-même partie de l'Union syndicale solidaire. Donc l'Union syndicale solidaire, alors c'est pas une confédération, mais pour le simplifier, on pourrait dire que c'est une sorte de confédération. Donc disons que va y avoir une volonté beaucoup plus interprofessionnelle dans ce type de syndicalisme-là, qui est un syndicalisme qui est beaucoup plus, on va dire, classique. Là, le STJV a voulu être un peu, on va dire, original en proposant un syndicalisme catégoriel qui n'est pas courant en France, hein. Nous, on syndique plutôt par branche, plutôt que par secteur, on va dire, plutôt que de manière sectorielle et pas catégorielle, excusez-moi. Justement, c'est pas catégoriel du tout. Pardon, vu qu'il est tard en France, là, je suis un peu ouh. Donc, le STGV, c'est un syndicat qui est sectoriel, pardon, et non pas catégoriel. Justement, il est intercatégoriel puisqu'il regroupe plusieurs catégories de travailleurs, mais il regroupe selon un secteur. Et ça se fait pas tellement, en France, c'est assez rare. Donc, c'est des syndicats qui sont Qu'est-ce que créés tu avec veux dire par le fait que ça mélange plusieurs types de travailleurs, le STJV? Est-ce que tu peux préciser un peu, s'il te plaît? Alors, ce qui est particulier, c'est qu'en fait, c'est toute personne qui travaille dans le secteur du jeu vidéo. Donc, ça peut être, par exemple, ce qui est un peu original, c'est qu'ils syndiquent les journalistes de la presse spécialisée, par exemple. Ça, c'est pas quelque chose que fait Solidaire Informatique, puisque Solidaire Informatique, à l'inverse, ils vont considérer que le champ de syndicalisation, c'est celui des travailleurs de l'informatique. Donc, toute personne, ils le disent comme ça, qui va travailler derrière un clavier. Alors, on pourrait dire que les journalistes utilisent un clavier, mais je trouve que c'est pas le cas. Les journalistes sont pas syndiqués à Solidaire Informatique. Et donc on a des divergences, en fait, à ce niveau-là, et il y a une volonté à Solidaire Informatique de syndiquer largement au-delà du champ
du jeu vidéo et d'avoir uniquement une section. C'est une volonté assez classique du syndicalisme, hein, de dire que finalement, on va permettre de regrouper des travailleurs au-delà de leur seule entreprise, enfin voilà, pour un peu, avec une peur de ce qu'on va appeler des formes de corporatisme. Ça, c'est une tradition qui est quand même assez forte en France, d'être contre le corporatisme et qui vient aussi de la Révolution française, etc. Mais du coup, l'une des particularités de ces syndicats, c'est qu'ils sont nés à peu près en même temps en 2018, donc de manière très récente. Et dans le cas du STJV, il est né après une grève. Alors, il y avait un peu pareil, des volontés plutôt liées à des amitiés, quoi. Enfin, le fait de se rencontrer parce que c'est à Paris, parce que c'est un petit milieu, mais également autour des enjeux d'élections professionnelles. Donc en gros, c'est parti de personnes qui, dans diverses entreprises, ont voulu qu'il y ait des élections, et du coup se sont fait élire en tant que représentants, donc dans ce qu'on appelle les CSE, donc les comités, socio-économiques et qui en fait savaient pas comment, être, des représentants. Et donc à partir de là, ils ont commencé à se rencontrer, est née de là, une idée de syndicalisation et en parallèle, on a eu une grève assez, historique qui a eu lieu dans une petite entreprise qui s'appelait Eugène System et qui a duré, 2 mois, il me semble. Et en fait, les personnes, actives dans cette grève-là ont été en parallèle les fondateurs du STJV. Donc voilà, donc ça, c'est quand même assez rare qu'un syndicat se crée, à la suite, d'une grève. Ce qui par ailleurs, n'est pas le cas de Solidaire Informatique qui vient plutôt, de volonté de militants, politiques en fait. À la suite Voilà. d'une grève et il me semble bien aussi à la suite d'un licenciement collectif qui a suivi cette grève. Beaucoup de membres fondateurs du STJV, ont, connu des représailles, de par leur activité syndicale. Si je ne me trompe pas. Je faisais pas partie de ces membres fondateurs-là, évidemment. C'est bien ça, OK. Donc très actuel comme sujet aussi, le sujet des licenciements collectifs, je pense qu'on va en reparler. Oui, je pense qu'on parlera clairement de quels sont les coûts et les issues un peu de la syndicalisation en règle générale. Est-ce que tu voulais rajouter quelque chose, Chloé, par rapport à la création de STJB et l'émergence de ces, de ces Bah, organisations? quelque chose enfin moi je suis spécialiste du syndicalisme en général, donc j'essaye toujours de comparer, avec, ce qui se fait ailleurs et ce qui est un peu, spécifique dans ce type de syndicalisme, c'est qu'en fait, il se veut très, très inclusif et je sais que dans le milieu du jeu vidéo, c'est un terme, qui pour vous, vous paraît hyper normal, mais en fait le terme d'inclusion, il est pas normal, je veux dire la plupart, des travailleurs et travailleuses ne l'utilisent pas, d'autant plus dans des domaines quand même, assez masculins. Et et donc ça, c'est quelque chose que bon voilà, je sais pas encore exactement, comment le détricoter, donc si vous avez des réponses, n'hésitez pas. Mais il y a quand même cette volonté, d'être vraiment dans l'inclusion, mais à des enfin voilà, même des personnes trans, des personnes LGBT, ce qui est extrêmement rare dans le syndicalisme, mais qu'on retrouve aussi dans l'univers du jeu vidéo de manière générale. Par exemple, j'ai été assez marquée, par le fait qu'il y a des toilettes, neutres à Ubisoft, Montreuil. Moi, ça m'a voilà, j'avais jamais vu ça, hein, de ma vie. Je vous le dis dans une entreprise et par ailleurs, voilà, le STJV, mais tout comme Solidaire Informatique, vont mettre énormément en avant, des combats, féministes, et LGBT. Voilà, donc moi, ça, c'est quelque chose qui m'étonne beaucoup et un autre point, c'est qu'on observe qu'il y a une institutionnalisation du syndicalisme puisque, en fait, on va avoir de plus en plus une action syndicale assez traditionnelle, centrée autour, bah, de négociations collectives, centrée autour de, représentations, donc au sein des fameux CSE, comme on appelle ça en France, mais, de ce qu'on appelle, tout l'ensemble des relations professionnelles. Donc finalement, la représentation, la négociation à la fois avec le patronat et avec l'État. Le STJV a par exemple été interrogé dans des auditions, parlementaires autour de lois et donc finalement, il s'impose comme un acteur, bah, on va dire aussi légitime que les syndicats patronaux. Ce qui est quand même assez étonnant, pour un petit syndicat, enfin pour 2 petits syndicats, hein, Solidaire Informatique et le STJV, c'est très peu de membres en réalité. Et pourtant, c'est des syndicats qui s'imposent dans le champ des relations professionnelles, alors même qui sont quand même très radicaux, et extrêmement faibles. Donc ça, c'est quelque chose qui est assez étonnant. Après, dans le champ français, je sais que la CGT a pu avoir des sections, par exemple, chez Blizzard Entertainment. Je ne sais pas si vous l'avez, chez vous, encore Blizzard, parce que je sais qu'ils ont délocalisé,
en France, mais il me semble ils sont encore présents dans d'autres pays. États-Unis, pour Et je sais qu'il y a eu une section CGT puisqu'il y a eu des négociations et il y a par ailleurs la CFE-CGC, donc qui est un syndicat de cadres, qui a aussi signé des accords, signé des communiqués, quoi. Mais je n'ai absolument aucun écho d'activité de la part de ces organisations syndicales. Donc je ne sais pas si elles ont des militants, en tout cas. C'est Voilà. intéressant que tu parles notamment des stratégies et comment le STJV et Solidaire Informatique se sont imposés un peu aussi en allant en termes de négociations avec notamment parlementaires, etc. Donc moi, ce qui m'amène aussi à me demander comment, enfin, pour le Game Workers Unite, étant donné que vous n'avez pas vraiment cette forme de syndicat comme elle peut exister en France et ce qui leur permet justement de faire avancer des choses par rapport aux vidéo, quelles sont les stratégies que vous mettez en place ici à Montréal ou au Québec plus généralement? Ouais, alors pour clarifier un peu, la différence principale dans le mode d'organisation entre, c'est vraiment le Canada et les États-Unis, je pense, et l'Europe et la France, c'est que, par exemple, en France, c'est possible de créer un syndicat, par exemple, pour le STGV, qui dit on représente les personnes qui travaillent dans l'industrie du jeu vidéo. Et après, tout le monde est libre de rejoindre ce syndicat, c'est-à-dire qu'on peut être un individu qui travaille à une compagnie, qui est la seule personne là qui rejoint ce syndicat. Et ce syndicat est reconnu et il y a certaines obligations par rapport à ça, etc. Aux États-Unis, au Canada, c'est complètement différent. Les syndicats ne sont reconnus que quand ils se forment à un certain lieu de travail. Et pour arriver à là, il faut avoir une élection. Ou au Québec, on peut ne pas avoir une élection si on a assez de cartes signées, si on est majeur. Ce qui revient un peu au même, mais ce qui empêche en fait les actions antisyndicales pendant la période d'élection. Mais donc, c'est vraiment au Québec, comme dans le reste de l'Amérique du Nord, on ne peut pas avoir de syndicat officiellement avant d'avoir une majorité à un lieu de travail qui décide de voter pour former un syndicat. Donc, il y a des avantages et des inconvénients aux deux approches, mais c'est pour ça qu'au Canada, on a besoin d'une organisation comme Game Workers Unite qui n'est pas un syndicat en elle-même, mais qui peut aider les gens à travers ce processus, en fait, et soutenir. Et je vais mentionner aussi, depuis le mouvement, le départ du mouvement Game Workers Unite en Amérique du Nord, il y a eu plusieurs studios qui se sont syndiqués aux États-Unis dans les dernières années, ce qui est complètement, ça n'a jamais été vu dans l'industrie du jeu vidéo, c'est complètement nouveau, tout le monde apprend à faire ça à partir de zéro. Et un au Canada, je crois, en Alberta, mais encore aucun au Québec. Donc, au Québec, il y a beaucoup de choses en cours, notamment une des choses qu'on a commencé, c'est une campagne avec la CSN, justement, où on collabore pour créer un syndicat pour toute l'industrie du jeu vidéo au Québec. Mais jusqu'à maintenant, il n'y a aucun lieu de travail au Québec encore qui a réussi à arriver à ce stade d'être syndiqué. Je vais mentionner aussi par rapport aux luttes autour de l'inclusivité, les luttes LGBT et tout que tu mentionnes. Parmi les studios qui ont déjà été syndiqués en Amérique du Nord aux États-Unis, il y en a un, je ne sais pas s'il y en a eu d'autres depuis, mais il y en a un qui a déjà terminé ses négociations, et c'est Tender Clause, et ils ont mis en ligne leur convention collective, et on peut aller voir ça, et c'est vraiment la convention collective la plus avancée et progressiste que j'ai vue sur le point de l'inclusivité et des droits LGBTQ, etc., etc. C'est vraiment, je recommande de checker ça, mais c'est vraiment, ça montre l'exemple, je pense, pas juste pour l'industrie, mais pour d'autres industries aussi. Et c'est Tender Clause, donc les pinces tendres. Et donc, oui, c'est un enjeu en fait qui est très important pour beaucoup de gens dans l'industrie du jeu vidéo. Il y a eu des luttes autour de ça avant que la syndicalisation commence vraiment. Et je pense, enfin, je veux pas prendre, mais je pense que le mouvement syndical a beaucoup commencé aussi à partir justement des frustrations que les gens dans l'industrie avaient par rapport à les stratégies
pour essayer d'avoir des résultats autour de ces luttes, pour essayer d'avoir des résultats en termes d'inclusivité, en termes de représentation, en termes de mettre fin au harcèlement, etc., que ce soit autour de la suprématie blanche ou du patriarcat, etc. Et que les gens se sont rendus compte, l'approche, c'est-à-dire l'approche, je sais pas, qui avait été prise jusqu'à aller à la presse, faire un peu de l'advocacy avec des stratégies plus libérales, ça ne fonctionne pas. Et donc, se tourner vers le pouvoir de la classe ouvrière comme un moyen vraiment d'avoir des vrais résultats autour de ça. Je pense que c'est quelque chose qui a beaucoup motivé. Et on voit dans les leaders du mouvement syndical aujourd'hui, c'est très souvent des personnes marginalisées. Qu'est-ce que je peux rajouter à ça? Non, peut-être pour revenir sur ce que tu disais il y a quelques minutes sur les différentes organisations Amérique du Nord, Europe/France. Très concrètement, en Amérique du Nord, Québec inclus, il faut réunir 50% plus une personne dans le lieu de travail pour former un syndicat, ce qui est énorme. C'est énormément de travail sous-marin, principalement pour éviter les stratégies de union busting de la part des employeurs. Alors que, par exemple, en France, si je prends l'exemple du STJV, c'est un nombre d'adhérents au niveau national et une certaine ancienneté qui ensuite permet, je crois que c'est 2 ans d'ancienneté du collectif, qui permet ensuite au syndicat de présenter des listes dans chaque entreprise pour se présenter aux élections de représentants du personnel et pour avoir des représentants syndicaux dans les entreprises. Donc, quelque part, c'est un peu plus simple, mais c'est aussi, comme tu disais, il y a des avantages et des inconvénients. Mais voilà, c'est à ça concrètement qu'on fait face en Amérique du Nord comme contrainte. Pour revenir aussi sur la question de l'inclusivité, etc., en fait, en gros, si je prends peut-être un petit pas de recul sur l'industrie et les conditions de travail dans l'industrie, en fait, c'est une industrie qui a beaucoup d'avantages, beaucoup d'atouts, beaucoup d'attraits. Voilà, c'est une industrie culturelle qui produit un produit culturel de divertissement de masse qui a quand même une belle aura, notamment une aura progressiste, etc. Qui est peut-être un peu moins élitiste que la plupart des autres industries culturelles comme le cinéma, l'art, etc. Donc ça fait moins peur aux gens, ils se disent qu'ils ont peut-être plus de possibilités à rentrer dans le milieu. Puis c'est aussi une industrie qui innove beaucoup avec une belle émulation comme technologique, humaine, etc. Donc forcément c'est positif, ça attire beaucoup de gens. Et c'est une industrie jeune, donc on est entouré de personnes qui sont passionnées, qui ont les mêmes intérêts que nous, les mêmes hobbies, etc. Et donc tout ça a aussi son pendant négatif, c'est que comme c'est une industrie jeune de passionnés, ça permet aussi aux entrepreneurs, aux entreprises de profiter de ça et de justifier beaucoup d'abus. C'est aussi le jeu vidéo, c'est un produit commercial par excellence. On en parlait pas mal ce matin. Donc, il y a beaucoup d'argent en jeu. Il y a beaucoup d'intérêts capitalistes. Ce qui aussi justifie et vient encourager pas mal d'abus et de pratiques discutables. Et ça reste quand même si c'est un milieu qui est de plus en plus progressif, de plus en plus inclusif, ça reste quand même un milieu qui est majoritairement masculin, très hiérarchisé. Voilà, les productions de jeux, c'est vraiment une organisation pyramidale, etc. Donc voilà, tout ça vient avec des conséquences sur les conditions de travail et les conditions de production. Je pense qu'on peut aussi aborder justement, vous avez un peu abordé ça tous les trois sur la question de quels sont les obstacles un peu à la syndicalisation ou à la formation en tout cas d'une organisation syndicale. Donc Chloé, quand je t'ai présenté, j'ai un peu présenté ta thèse qui porte notamment sur les possibilités des luttes syndicales dans les milieux qui sont a priori peu propices à leur émergence. Donc tu prends deux univers qui, comme ça, ont l'air assez différents, donc les livreurs à vélo et les travailleuses du jeu vidéo. Très rapidement, est-ce que tu peux peut-être nous éclairer sur qu'est-ce qui rend en fait la syndicalisation compliquée
dans l'industrie du jeu vidéo, parce que finalement, c'est un phénomène qui est récent. L'industrie du jeu vidéo en France, c'est les années 80, donc elle a plus de 40 ans, et on aurait pu s'attendre à ce que ça arrive plus tôt. Voilà, enfin, est-ce que tu peux nous éclairer un peu sur qu'est-ce qui rend la syndicalisation en France compliquée, est-ce que c'est en lien avec les conditions de travail, ou plutôt en lien avec le secteur des industries culturelles, etc. Alors très honnêtement, c'est pas, le cœur, de ma thèse, mais effectivement, tu as raison, il faudrait que je le creuse un peu plus. Mais alors, il y a des choses, assez évidentes qui sont, bah, déjà la sociologie des travailleurs. C'est-à-dire que, les travailleurs, qualifiés, à un équivalent, cadre, c'est ce qu'on va appeler un salariat de confiance. C'est-à-dire un type de salariat qui est, capable de négocier lui-même, ses conditions de travail, où on va avoir une forte individualisation, du rapport à l'employeur et des conditions de travail. Donc ce salariat de confiance diplômé et cetera, de manière générale, il est moins syndiqué. Parce qu'il considère, pas, l'emploi comme un rapport de force, il le considère comme une négociation dans laquelle, il est à peu près à égalité, en fait, avec, son employeur. C'est renforcé par, l'aspect, on va dire un peu, familial, que le jeu vidéo a eu, en tout cas historiquement. Alors le cas d'Ubisoft, c'est voilà, c'est hyper classique vu que c'est une industrie familiale, mais on a aussi le cas de la plupart des entreprises de jeux vidéo sont des toutes petites entreprises, en fait. Et donc là, on va retrouver ce qu'on retrouve dans les enfin, dans les très petites entreprises et les moyennes entreprises, TPE, PME, qui va être, bah, des formes d'interconnaissance, entre, l'employeur et les salariés, des formes de brouillage de la hiérarchie et une, mobilisation de la main-d'œuvre autour de la survie de l'entreprise. Ça, c'est quand même, quelque chose qui est hyper classique dans les petites entreprises et qu'on retrouve beaucoup dans le jeu vidéo où en fait l'intérêt de la survie de l'entreprise, empêche finalement de la critique en interne. On a également une absence, de culture syndicale de manière générale qui est liée au fait que c'est une industrie qui reste quand même jeune, qui par ailleurs a été internationalisée, dès ses débuts. Le jeu vidéo, il est international dès le moment où il naît aux États-Unis, on a immédiatement de l'exportation. Alors en France, c'est immédiat enfin l'industrie du jeu vidéo avant d'être une industrie, c'est d'abord une exportation. On produit pas en France en fait au début. On ramène des machines qui sont démontés, qu'on va monter, les jeux d'arcade en France, bref. Et donc finalement, comme c'est une industrie qui est immédiatement internationalisée, bah, en fait, elle est directement mise dans la mise en concurrence, liée à la mondialisation et donc avec, des enjeux de délocalisation, qui sont très forts. Et par ailleurs, là, ce qui est peut-être, un peu plus récent, à mon avis, c'est lié à l'explosion des formations et donc finalement, on est passé d'une main-d'œuvre qui était quand même effectivement assez rare et donc à mon avis assez protégée et donc qui avait des bonnes conditions de travail, donc qui avait pas particulièrement de raison finalement de se mobiliser. On est passé à une main-d'œuvre, qui est quand même effectivement assez interchangeable du fait, de ces formations spécialisées et ça à mon avis c'est assez nouveau. Par ailleurs, moi ce que j'observe, alors me tombez pas dessus, c'est qu'il y a une peur effectivement alors union busting, comme vous dites aux États-Unis, qui est quand même beaucoup moins forte en France, hein, il faut le dire. Notamment du fait, effectivement, de la facilité avec laquelle on peut créer un syndicat. Mais il y a une peur, qui est de la répression, qu'elle soit réelle ou anticipée. Voilà, moi je sais pas à quel point elle est réelle, pour être très honnête. Mais ça, c'est quelque chose que je défends aussi avec mes propres camarades, de l'éducation. Je pense qu'on a toujours, très, très peur des conséquences. À voir à quel point elles sont réelles ou non, mais en tout cas, cette peur existe et c'est ce qui fait que, une autre particularité du syndicalisme, alors uniquement au STJV, c'est pas le cas à Solidaire Informatique, mais qui moi m'étonne toujours, c'est l'anonymat, en fait. Je n'ai jamais vu des syndicalistes anonyme, je veux dire ça n'existe pas, dans les autres, secteurs et là, le STJV, c'est quand même des gens qui ont des sections locales dans des entreprises, mais qui ne savent pas qui sont leurs membres. Parce que quand tu es au STJV et que tu adhères, tu ne donnes pas ton nom et en fait, il n'y a pas de enfin, tu peux donner juste un pseudo et à aucun moment, le fichier des adhérents est mis à disposition
Et donc, il y a des gens qui sont dans la même boîte et qui ne savent pas qu'ils sont syndiqués. Moi, je trouve ça fou. Mais voilà, ça, c'est aussi une forme de jugement qui est... Enfin, voilà, les sociologues sont pas neutres, quoi. Ils sont pas neutres de tout jugement. Donc voilà, moi, j'ai aussi envie d'entendre aussi un peu ce que ça peut permettre. Parce que moi, j'ai l'impression que c'est aussi ce qui affaiblit en partie le mouvement syndical. Je me permettrai, cela dit, je nuancerai un peu ce que m'ont dit les enquêtés. C'est quand même que le gros avantage de cet anonymat, c'est que ça permet de faire croire qu'on est beaucoup plus que ce qu'on est réellement. Et donc, c'est un jeu de poker, en fait. Donc ça, je trouve ça assez fantastique en termes de mise en place de rapports de force sur un mirage. Et ils me disent tout le temps, le patronat croit qu'on est des milliers. Alors qu'en fait, je vous le dis, hein, le STJV, c'est pas des milliers de membres, hein. Donc ça, c'est assez rigolo. Donc voilà, bref. Mais en tout cas, ce qui empêche la syndicalisation, donc pour résumer, excusez-moi, je me perds, ça va être la sociologie des membres qui en fait sont plutôt privilégiés, on va dire, ce salariat de confiance. Une forme de l'industrie qui a été privilégiée pendant longtemps, mais qui aujourd'hui, voilà, fait craindre, bah voilà, fait du chantage à l'emploi, quoi. Et des formes interpersonnelles de relations de travail et une très grosse peur de la répression. Voilà. Je peux rajouter quelques éléments là-dessus aussi. D'ailleurs, alors je suis pas 100% sûre du nom, mais donc me citez pas à 100% là-dessus, mais il y a une sociologue, une chercheuse québécoise qu'on a rencontrée récemment qui faisait une thèse sur l'hypertravail, qui s'appelle Christine Gauthier, il me semble, qui justement s'est beaucoup penchée sur les questions d'interconnexion et de rapports socio-psychologiques entre les salariés dans le jeu vidéo et qui explique aussi pourquoi est-ce qu'il y a aussi peu en fait d'élan syndical parce que ce sont des sociétés où le travail est organisé et la sociologie est organisée d'une certaine façon qui fait que on brouille beaucoup les pistes, on brouille beaucoup les différences hiérarchiques, comme je disais tout à l'heure, voilà, des gens jeunes, à peu près les mêmes tranches d'âge, avec les mêmes intérêts, etc. Ben, en fait, ça permet de gommer aussi, d'une certaine façon, des réalités de différences hiérarchiques et donc de différences de pouvoir et d'intérêts. Tu en parlais aussi tout à l'heure, le travail dans le jeu vidéo est un travail éminemment collectif, mais qui aussi euh, s'étale en dehors du travail, disons, par exemple avec des événements, comme des espèces de rituels, quoi, genre les fêtes de Noël, les 5 à 7, etc. Ce qui fait aussi que ça brouille en fait les différences entre les salariés et ça permet aussi de maintenir juste une espèce de cohésion d'ensemble un petit peu vague qui n'encourage pas les élans syndicaux. Il y a aussi des choses très concrètes sur les conditions de travail dans le jeu vidéo qui font que il y a une grande mobilité professionnelle. Le turnover, comme on dit, est très très grand. On estime que la durée de vie moyenne d'une carrière dans le jeu vidéo, c'est 5 ans, ce qui laisse pas beaucoup de temps pour se former en syndicat dans une entreprise. Pourquoi est-ce que ce turnover est aussi grand? On a beaucoup d'éléments de réponse là-dessus, mais c'était pas la question. L'instabilité générale du milieu et de l'industrie, surtout ces dernières années, avec des fermetures de studios, des licenciements collectifs massifs. Pareil, ça n'aide pas à créer de la solidarité et à créer des bases syndicales en fait solides, particulièrement en Amérique du Nord, où la facilité à licencier est quand même bien plus importante qu'en Europe. J'avais autre chose à dire aussi, mais ça m'échappe. Ouais, vas-y. Ouais, par rapport aux difficultés à la syndicalisation, les obstacles, je pense qu'on est très familier à ça dans le mouvement. On fait face à toutes ces difficultés. Et il y a un phénomène très intéressant il y a déjà plusieurs sondages, certains faits par les organisations patronales même, qui montrent que, en fait, une majorité des personnes qui travaillent dans l'industrie sont pour la syndicalisation. Si on pose la question, êtes-vous
êtes-vous en faveur de la syndicalisation de l'industrie? Une majorité, même une grande majorité est pour. Il y a eu aussi de la recherche là-dessus à Concordia récemment. Ils ont publié un truc. Mais après, quand on va plus loin, puis on demande des gens à ta compagnie, est-ce que tu penses qu'il devrait... Là, il y a un peu moins. Est-ce que tu veux, toi, faire un effort de ça? Alors là, les gens ont très peur. Et c'est une peur de rétaliation qui est, comme tu dis, je crois, plus ou moins justifiée, parce qu'il y a des histoires qu'on raconte par rapport aux listes noires et tout, ça fait longtemps qu'on essaie de trouver des preuves sur ça et on ne trouve rien. Donc, à mon avis, c'est exagéré, cette histoire qu'il y a des listes noires dans l'industrie qui si tu es syndicaliste, tu n'auras pas trouvé de travail, etc. Mais c'est vrai aussi que les patrons ont peur des syndicats et qu'ils font des efforts pour empêcher la syndicalisation. Ça, c'est pas faux. Et qu'il y a des gens, on a vu ça, il y a des gens qui ont été licenciés. On a gagné des cas avec le tribunal du travail par rapport à ça et tout. Mais donc, je pense aussi souvent la peur, ça peut être même la peur du conflit. Surtout dans les petites entreprises, quand tu mentionnes, il y a cette idée, est-ce qu'on manque de temps? Ok. Surtout dans les petites entreprises, ça c'est tout à fait vrai et c'est vraiment un fléau. Cette espèce de culture de la petite entreprise familiale, on est tous des amis, on est tous ensemble, notre patron c'est notre ami, etc. Des fois c'est vraiment comme des cultes presque même. Et après les gens ils sont mais non, je ne peux pas parler de syndicalisation parce que ça serait entrer en conflit avec mon patron, etc. Enfin, j'exagère plus ou moins là, et ça dépend d'un endroit à l'autre, mais c'est vrai que c'est souvent, c'est cette culture comme ça, et encore une fois, plus dans les petites entreprises. Il y a une qui s'appelait Femme Panique. Donc, c'est cette idée, la compagnie, c'est ta famille. Enfin, c'est classique, hein, comme tu dis, c'est classique avec les PME. Par rapport à ce que tu dis que et ça aussi, c'est un truc qui est intéressant parce que dans l'industrie technologique, ils ont aussi commencé à se syndiquer. Tu dis les gens sont bien payés et c'est vrai pour certaines personnes. Tu sais, il y a des gens qui syndiquent à Google en ce moment, ils font du progrès. Et c'est souvent, c'est pas autour des questions salariales que ça s'organise. C'est autour d'autres questions. C'est autour des questions comme l'usage de mon travail. Est-ce que je veux un moyen de m'opposer au fait que mon travail aille à des contrats avec l'armée américaine ou des choses comme ça, ou toutes sortes d'autres questions qui n'ont rien à voir avec le salaire, mais qui sont très importantes pour les gens qui se syndiquent. Donc ça, c'est intéressant aussi, ça se passe pour des gens qui peuvent être payés très cher. Hein. Mais il est aussi vrai dans l'industrie du jeu vidéo que c'est pas tout le monde qui est très bien payé. C'est-à-dire que les programmeurs, par exemple, c'est ceux qui sont bien payés, et on le voit en pratique, c'est aussi ceux qui sont les plus tièdes par rapport à la syndicalisation. Mais il y a plein d'autres rôles dans l'industrie du jeu vidéo où, en fait, les salaires ne sont pas si bons que ça. Et même pour les programmeurs, c'est toujours mieux ailleurs. C'est-à-dire qu'un programmeur, s'il quitte l'industrie et qu'il va travailler avec la même expérience dans une autre industrie, il va être beaucoup mieux payé. Un des secteurs dans l'industrie du jeu vidéo où aux États-Unis, on voit le plus de syndicats, plusieurs des nouveaux syndicats qui se sont formés, ça vient du QA, c'est l'assurance qualité, qui est un endroit où les gens travaillent pour le salaire minimum, quoi. Et c'est des conditions vraiment, vraiment dégueulasses. Donc, c'est comme un centre d'appel. C'est ce genre de truc à la chaîne. Et d'ailleurs, on voit aussi, c'est souvent des personnes marginalisées qui vont avoir plus de chances de travailler là. Des fois, des personnes qui ont des handicaps, c'est parce que c'est un travail qui est un travail qui n'est pas physique, mais qui n'est aussi pas un travail de service où on doit interagir avec des clients. Donc, c'est comme vraiment un travail qui est pour beaucoup de personnes le seul travail qu'on leur donne. Et les conditions sont vraiment mauvaises, le salaire est vraiment mauvais, et on voit beaucoup de syndicalisation là. Mais on voit aussi, par exemple, l'exemple de Thunderclaws que j'ai donné, c'est justement un de ces petits studios gentils avec des petits patrons gentils, et tous les gens se syndiquent quand même là. Et en fait, le premier syndicat, j'ai juste mentionné ça pour me vanter un peu, le premier syndicat en Amérique du Nord, c'était Vodeo, où je travaillais. On s'est syndiqué, et c'était un de ces petits studios gentils, justement. On s'est syndiqué avec 100% des personnes qui travaillaient là en faveur du syndicat. On avait des gens aux États-Unis et au Canada, donc je travaillais à distance. Il y avait d'autres personnes qui travaillaient du Canada à distance. Et c'était un studio entièrement en remote, donc on se parlait jamais en personne et tout. Et il y avait aussi des gens qui étaient employés à la compagnie et des gens qui étaient avec des contrats freelance. On a réussi
à unir tout le monde, en fait, dans notre unité de négociation et à se syndiquer. Le fait qu'on avait 100% de soutien, c'est ce qui nous a permis, en fait, de faire ça, qui, dans beaucoup de cas, les syndicats n'ont pas assez de pouvoir, par exemple, pour inclure les freelancers, etc. Donc, c'est possible même dans les endroits où on se dirait que c'est vraiment impossible. Mais c'est vrai que oui, toutes ces difficultés sont vraiment, que tu as mentionnées sont vraiment très réelles. Je voulais juste, je me suis souvenu ce que je voulais dire, rajouter sur la question de l'anonymat plus ou moins justifié, etc., dont tu parlais tout à l'heure. Je ne sais pas si quelqu'un a déjà vu un contrat de développeur de jeux vidéo. Les contrats de travail sont extrêmement verrouillés. C'est avec vraiment, genre, il y a littéralement parfois écrit ce qu'on peut dire, pas dire publiquement, qu'est-ce qu'on peut dire au nom de son employeur ou pas. Beaucoup de clauses de confidentialité, des clauses de loyauté, etc. Donc ça fait aussi partie des raisons pour lesquelles, à raison, des personnes peuvent être frileuses sur la parole publique sur ces sujets-là. Et également la médiatisation à très très grande échelle de nos produits et de nos productions et de nos travailleurs, travailleuses parfois. Il y a quand même un star system, etc. Donc je pense que c'est aussi à analyser sous cet angle-là. Il y a comme un polissage, policing, je ne sais pas la traduction en français, de ce qu'on peut dire, pas dire, les positions qu'on peut adopter, qui peut justifier d'une certaine frilosité et d'un goût pour l'anonymat. Oui, mais alors ça, excuse-moi, je me permets d'intervenir. Alors, pour moi, les clauses de confidentialité ne concernent pas l'engagement syndical. Et d'ailleurs, c'est enfin, pour être syndicaliste dans l'éducation, c'est quelque chose qu'on nous dit aussi. Ah, j'ai le devoir de réserve. Ouais, mais en fait, ça s'applique pas quand tu es syndicaliste. Donc, le fait, effectivement, mais par contre, je suis d'accord avec toi sur le fait que interpréter les clauses de confidentialité comme étant une entrave au syndicalisme, ça montre bien, enfin, comment dire? Tout le monde ne l'interpréterait pas comme ça et donc ça, c'est lié à des propriétés sociales et qui sont notamment une très grande méconnaissance du droit, qui est notamment liée aux trajectoires de ces personnes-là qui, a priori, en fait, n'ont jamais travaillé ailleurs. Et ça, c'est exactement comme pour les livreurs, c'est-à-dire qu'on a des personnes qui sont très jeunes. Effectivement, j'avais complètement oublié de mentionner le turnover qui est central et donc en fait, quand on est, dans son premier job, mais en fait, on connaît pas le monde du travail et on connaît pas le droit du travail et c'est tout à fait, compréhensible et c'est pas du tout un jugement, moral, mais c'est lié aussi à la jeunesse, de ces travailleurs. Également au fait qu'ils ont été quand même relativement privilégiés dans leur trajectoire professionnelle puisqu'ils ont pas forcément, par exemple, dû faire des petits boulots ou des jobs, d'été et cetera. Alors, on va dire, voilà, c'est toujours des grandes catégories, mais en tout cas, c'est très pour beaucoup, en tout cas les personnes que j'ai rencontrées, c'est leur premier boulot, en fait, de bosser dans le jeu vidéo. Et c'est aussi des personnes qui, voilà, ont quand même fait des études, supérieures, donc qui aspirent à une certaine position sociale. Et c'est là où effectivement on va avoir une déception et c'est là où, en France en tout cas, je vois bien l'exemple de Google où ils sont engagés, contre l'utilisation, par exemple pour l'armée. Ça j'ai vu pas mal d'articles là-dessus. En France, c'est pas trop ce qu'on voit. La syndicalisation, elle est quand même énormément liée au salaire. La grève, alors, la grève chez Gen System, de base, elle débute parce qu'ils ont, enfin, la colère débute parce que, il y a un refus d'organiser les élections professionnelles, ce qui est quand même fou. Parce que tout le monde s'en fout des élections professionnelles. Il y a 5 de participation dans les des PE-PME, hein, donc voilà. Mais là, c'est ce qui s'est passé, donc ça montre aussi, le fait qu'on sent qu'on n'est pas écouté en général. Mais c'était quand même aussi lié au salaire et au fait qu'en fait, l'employeur ne voulait pas donner aux représentants du CSE les grilles de salaire. Donc en fait, les élus ne savaient pas qui était payé combien, ce qui est complètement illégal par ailleurs. Et donc c'était quand même lié au salaire, notamment parce que tu as raison de mentionner que le jeu vidéo est extrêmement mal payé en comparaison de positions qu'on pourrait avoir dans d'autres espaces. Donc en fait, c'est toujours une frustration et une précarité, on va dire, qui est relative, mais parce qu'elle est, chez des personnes qui se sont projetées dans un emploi bien rémunéré et quelque chose dont on n'a pas parlé aucun de nous, alors que c'est quand même, la tarte à la crème, c'est, le travail passion. Donc ça, c'est alors ça va avec, cette logique,
de petites entreprises familiales, mais on n'a pas mentionné le mot et je m'en suis rendu compte, en vous écoutant parler, que moi je l'avais pas fait non plus. Et donc, il y a effectivement ce chantage au travail passion, bon, que vous connaissez tous, hein, je vais pas je pense, hein, je vais pas expliquer ce que c'est, c'est quand même un grand classique et un grand classique, des travailleurs, artistiques, intellectuels, avec une forme de qui aspirent à une forme d'autonomie, et qui finalement, sont contraints par, ce chantage de la passion. En effet, tu fais bien de le remarquer, c'est vrai qu'on l'a pas, on a tendance un peu à le penser, tout le monde le pense, et on le rappelle rarement, alors que mais moi, je travaillais sur le travail passion dans l'industrie du jeu vidéo en France, et on a tendance maintenant aussi un peu à oublier ça. Je voudrais juste revenir sur quelque chose que tu disais, Chloé, le fait que finalement, bah, d'une part, les revendications premières dans le syndicalisme, la syndicalisation en France, dans le jeu vidéo, c'était la question du salaire, etc. Et aussi la question de finalement comment je parlais des travailleurs et travailleuses à Google qui se mobilisaient par rapport à l'usage des outils de Google par l'armée, etc. Ça me permet de faire un peu une transition par rapport à quelque chose que j'aurais voulu aborder avec vous. Et on va avoir un petit 5 minutes pour en discuter. Après, je vais ouvrir les questions. J'aimerais bien qu'on ait 30 minutes de questions pour vraiment avoir un échange un peu plus conséquent de ce qu'on a d'habitude. En fait, en t'écoutant, Chloé, j'ai l'impression qu'il n'y a pas vraiment d'ouverture à l'extérieur par rapport au syndicat du jeu vidéo en France. Enfin, dans le sens où est-ce qu'il y a une forme de solidarité avec d'autres syndicats qui se forment, qui est assez commune en France, j'ai l'impression. Donc, c'est aussi une question qu'on pourra avoir avec vous par rapport à Montréal. C'est est-ce qu'en fait, il y a des choses qui se créent en fait, à l'extérieur de l'industrie du jeu vidéo? On peut commencer par toi, Chloé. Franchement, c'est une question difficile. Alors, l'unité syndicale, Mais quoi? je veux dire que c'est une question nulle et on peut passer à autre chose. Non, 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 elle est pas nulle du tout justement, elle me met en difficulté, ce qui veut dire qu'elle est pas nulle. Hem, En fait, c'est là où il y a une limite à ce que peuvent les sociologues, très clairement. C'est-à-dire que on s'arrête quand même globalement à ce que les enquêtés veulent bien nous raconter. Et chez le STJV, alors il faut quand même se dire que c'est des militants, qui sont quand même, très militants, justement. Donc c'est quand même un syndicat qui est particulier, parce que c'est quand même, en tout cas les personnes que moi j'ai rencontrées, des personnes qui sont quand même très politisées et cetera, qui adorent les sociologues et les journalistes, donc qui ont, vraiment dans leur stratégie syndicale, ils prennent complètement en compte, heu, ce qu'on va dire d'eux et donc du coup, je c'est des personnes qui mettent énormément en avant, la volonté, de collaboration intersyndicale, très honnêtement, je sais pas à quel point c'est une réalité. Donc j'ai du mal à savoir à quel point c'est un vœu pieux, à quel point ils disent ça aussi pour, voilà, maintenir leur image et cetera. Mais en tout cas, ils ont en tête le fait de faire des unions, intersyndicales. Hem, mais ça se heurte aussi à des logiques de distinction. C'est-à-dire que le STJV veut quand même apparaître comme le syndicat des travailleurs du jeu vidéo. Je veux dire, c'est dans le nom. Le fait qu'il y ait jeux vidéo dans leur nom, ça marche très bien, hein, c'est hyper efficace. Mais comme tout syndicat, bah, il y a des besoins de distinction. Hem, c'est vrai que les membres du STGV sont peut-être un peu plus ouverts, donc c'est peut-être plus d'eux que de ch dont je parle, parce que les personnes de Solidaires sont quand même beaucoup plus, réservées dans leur rapport aux sociologues, malgré le fait que je sois moi-même à Solidaires, voilà, je m'out. Mais ça ne permet pas tant que ça de choses et donc il y a eu des petits conflits entre Solidaires et le STJV, par exemple, notamment sur, ce champ de syndicalisation, qui est un gros problème en France, hein. Les syndicats s'engueulent beaucoup parce qu'ils se marchent un peu dessus. C'est-à-dire, même dans Solidaires même, il y a certains syndicats qui font des procès à d'autres parce que, ils syndiquent les mêmes personnes, hein, c'est déjà arrivé. Donc c'est quand même un problème qu'on a. Par ailleurs, l'union intersyndicale en France, elle est pas si courante que ça et c'est pas non plus une évidence. Alors, certes, la réforme des retraites a un peu, changé ça. Mais en tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que là, la dernière grève qui a eu lieu chez Ubisoft, qui a quand même été une réussite, elle était intersyndicale. C'était à la fois le STJV et Solidaires. Hem,
moi, j'y suis allée également l'année dernière. Donc, cette année, ça a été une grosse réussite, mais il y a déjà eu une tentative à Montreuil. L'année dernière, moi, j'y étais allée, donc il y avait une petite AG organisée par les 2 syndicats, mais en fait, c'est pas ces initiatives qui se font un peu à côté. C'est-à-dire, ils vont en parallèle dans la même direction, mais finalement, ils se sont pas concertés pour organiser le truc. Enfin voilà, on n'en est pas non plus encore à un stade de concertation énorme, mais après je pense que c'est très contextuel, en fait, ce genre de choses. C'est-à-dire, je pense que les organisations syndicales sont capables de se parler sur des enjeux précis, typiquement telle grève, et cetera. Mais après, dans leur fonctionnement au quotidien, ça se fait très peu. Et après, il faut aussi pas oublier qu'on dit les syndicats, là, le STJV solidaire, en fait, le syndicat, c'est aussi les personnes qui les composent et donc ça dépend énormément des sections. Je pense que là, enfin, de ce que j'ai vu à Montreuil, par exemple, qui est la seule section que j'ai vraiment pu observer, parce que n'oublions pas qu'on sort quand même d'une grosse période de télétravail, hein. Donc finalement, nous, ça nous a aussi un peu rendu la tâche d'observation difficile et c'est une des choses qui a rendu l'organisation collective difficile d'ailleurs, on l'a pas mentionné, mais le télétravail, ça a été horrible et pour l'organisation collective et donc dans les sections syndicales, je pense qu'il y a beaucoup de liens interpersonnels qui se font au-delà des étiquettes syndicales finalement et où, par exemple, les élus au CSE qui sont sous des étiquettes différentes, ils vont beaucoup travailler ensemble parce que c'est une liste finalement et donc, là, les étiquettes, elles se gomment, en fait. Justement, est-ce que c'est un peu pareil que par rapport à ce que je explique par rapport à la France? Quels sont les liens que vous avez avec l'extérieur? Vous parliez un peu du CSN tout Oui, à l'heure, oui. de collaboration. Est-ce que ça... Euh, La seule chose que je peux dire de mon point de vue, c'est que je pense qu'une des raisons pour lesquelles peut-être les initiatives syndicales dans le jeu vidéo peuvent paraître un peu centrées sur elles-mêmes, c'est qu'il y a aussi, je pense, une méconnaissance des enjeux du secteur de, de la part des grandes sections, des grandes organisations syndicales nationales. Donc, il y a un besoin aussi de faire de la sensibilisation au niveau du grand public pour aller toucher ces organisations syndicales-là sur qu'est-ce qui se passe vraiment dans le jeu vidéo. Parce que, en fait, la plupart des gens qui sont au courant des conditions de travail sont les travailleurs du jeu vidéo parce que ce sont des affaires, ce sont des enjeux qui sont discutés dans la presse spécialisée, mais assez peu dans les presses nationales, par exemple. Donc, c'est sûr qu'il y a un enjeu de visibilisation de ces questions-là et d'information, en fait, de circulation de l'information sur qui sont les travailleurs du jeu vidéo, quelles sont leurs conditions de travail, quels sont les enjeux des conditions de travail, et quels sont voilà, les enjeux syndicaux aussi. Voilà. Ouais, en fait, depuis qu'on a commencé à Game Workers Unite Montréal, on essaie de travailler beaucoup et on a beaucoup de contacts avec les différentes fédérations syndicales au Québec, mais aussi à l'étranger. Donc, les fédérations syndicales, c'est des organisations de travailleuses, travailleurs dans d'autres industries qui se sont syndiquées, puis ensuite les syndicats se mettent en fédération, etc. Comme par exemple la CSN avec qui on fait cette nouvelle campagne en ce moment. Et en fait, on se rend compte que même avant que le mouvement Game Workers Unite commence, ces fédérations syndicales étaient très intéressées à syndiquer l'industrie, surtout à Montréal, où c'est quand même une grande partie, tu sais, c'est une industrie qui emploie beaucoup de gens ici. Donc, il y a eu plusieurs essais et souvent, leur attitude, c'est pas tant, c'est pas tant comme, oh, on n'est pas intéressé à travailler avec vous, c'est plus comme, on attend que vous vous bougez. Ces autres organisations syndicales veulent collaborer avec les travailleuses et travailleurs dans l'industrie du jeu vidéo, mais c'est à ces travailleurs et ces travailleuses de s'organiser, de prendre euh, pardon? Ouais, de prendre le train, etc. Et donc, ces fédérations étaient très contentes de collaborer avec nous et vraiment, on a beaucoup de chance parce que, comme tu dis, les gens dans cette industrie, il n'y a vraiment aucune tradition syndicale. C'est des gens, souvent, c'est leur premier travail. Ils sont en théorie pour les syndicats, mais ils ne savent pas ce que ça veut dire, ils ne savent pas comment faire. Toutes ces différences que j'ai mentionnées avec
la France, le Canada, les différentes lois, etc. Quand on a commencé, on n'y savait rien du tout, c'était très mélangeant, on a dû apprendre tout ça. Et de parler aux autres syndicats, ça a été une manière d'apprendre ça. Aux États-Unis, le mouvement syndical dans l'industrie du jeu vidéo, ça a commencé avec Game Workers Unite, mais la fédération syndicale qui s'est vraiment impliquée au début. Maintenant, il y a aussi IATSE, c'est les acteurs, etc. Enfin, c'est toutes sortes de choses. Mais au départ, c'était CWA, Communication Workers of America, et ça regroupe toutes sortes de gens qui travaillent dans l'industrie des communications. Donc, ça peut être toutes sortes d'emplois différents. Et en fait, quand c'est syndiqué à Vodeo, on a rejoint un local de CWA en Californie et on était syndiqué dans ce local avec des gens qui travaillaient, qui étaient des gens qui installent des câbles de télévision, quoi. Et donc, c'était vraiment un truc, on a appris beaucoup à ça et eux aussi, ils ont appris beaucoup par rapport à l'industrie de nous. Et je pense que c'est sûr qu'il y a encore beaucoup de travail à faire pour ça, mais je pense que des deux côtés, il y a vraiment une volonté de collaboration et d'union intersyndicale, en tout cas d'après ce que j'ai vu. Et c'est pour ça d'ailleurs que la CSN est capable de mettre autant de ressources dans ce projet qu'on commence maintenant au Québec. Et surtout avec l'exemple de ce qui se passe aux États-Unis avec CWA, leur campagne Code CWA, on voit que ça donne des résultats, quoi. Donc, ouais. Merci beaucoup. J'aurais 36 millions de questions, mais je préfère donner la parole aux personnes ici et sur Zoom. Donc, on a 25 minutes de questions. Donc, pour les personnes qui sont ici, je vous invite à vous placer, à venir vous rapprocher par ici, parce qu'on n'a qu'un seul micro et qu'en fait, on ne va pas y arriver ici. Oui, comme tel, c'est pour en fait, pour qu'elle puisse aussi voir la personne, c'est passé devant ça serait vraiment. Si vous avez des questions, parce que si vous en avez. Vous avez des questions. Ouais. Vous pouvez même former une ligne. Ici, comme ça, on y va à la chaîne. C'est vraiment important et d'autres monde qui peut se lever dans ici. Oui, allô. Oui, je parle pas. OK. Bonjour, merci. Super pertinent, c'est super intéressant. Cool que vous soyez là. Vous avez parlé un peu justement des centrales, des fédérations syndicales. Il y a certains enjeux, je ne vais pas mettre personne dans le marbre, mais il y a certains enjeux des fois de s'allier avec des centrales syndicales. Il y a beaucoup de ressources, beaucoup de soutien qui peuvent être énormes, l'expérience par rapport à la syndicalisation, mais comme justement Louis le disait, si vous avez dans le monde du jeu vidéo plus d'intérêt envers la diversité, l'inclusion, des trucs comme ça, des fois ça peut être des trucs qui, disons, heurtent certaines centrales. Est-ce que c'est un enjeu que vous pensez peut-être que vous voyez qu'il va peut-être avoir des problèmes avec la centrale qui devrait être, disons. De notre point de vue, je crois que ça n'a jamais été un enjeu. En tout cas, avec la CSN, là, c'est pas le cas. C'est sûr qu'ils sont très friands de suggestions, d'initiatives de notre part. Puis, je pense qu'ils savent qu'ils ont beaucoup à apprendre. Comme nous, on a beaucoup à apprendre d'eux et de leur expérience. Ils savent qu'ils ont beaucoup à apprendre sur le profil de gens qu'on représente, le profil d'entreprise qu'on représente, etc. Donc, de mon point de vue, ça n'a pas été trop un problème, j'ai l'impression, mais j'imagine bien comment ça peut l'être. Alors, je pense qu'un truc qu'il faut mentionner, c'est que Game Workers Unite Montréal, donc, c'est très important pour nous qu'on ne travaille pas exclusivement avec l'une ou l'autre fédération syndicale. Donc, on soutient toutes les campagnes dans l'industrie et même si on fait cette collaboration avec le CSN en ce moment, on soutient des campagnes qui, en fait, travaillent avec d'autres fédérations en ce moment aussi. Donc, c'est pas comme ça, la CSN, par exemple, représente, je pense, les gardes de prison. Ce qui est un truc que beaucoup de gens dans l'organisation, ils ne sont pas forcément pour. Une organisation avec qui on a travaillé dans le passé et qu'on est content de continuer à travailler avec aussi, c'est les WOBS, donc le IWW, qui est complètement
à l'opposé de la CSN en termes de stratégie ou d'attitude par rapport à la syndicalisation, etc. Aux États-Unis, ils sont reconnus comme syndicats, mais au Canada, ils ne le sont même pas, le IWW, parce qu'ils s'opposent à la formule RAND pour des raisons qui sont très valides. Donc, il y a toutes sortes d'enjeux par rapport à... mais je pense, ça c'est mon avis personnel, à mon avis, la réalité, c'est que un syndicat, c'est quand même... La lutte, c'est un truc qui continue, qui doit se faire dans nos propres organisations aussi. Le but d'un syndicat, ce qui fait la force d'un syndicat, c'est que ça regroupe tout le monde. C'est que, donc, on doit aller chercher, pour signer les cartes, même les gens qui ont des idées réactionnaires, etc., parce que c'est ça qui va faire la force du syndicat, c'est ça qui va nous permettre de faire avancer les choses. Et je peux vous dire d'expérience, ce qui fait progresser les gens, ce qui les fait devenir plus... améliorer leurs idées par rapport à des idées un peu backwards qu'ils pourraient avoir, c'est l'organisation, c'est de les impliquer dans ce genre d'efforts, dans ce genre de mouvement, dans ce genre d'organisation. C'est la seule chose qui marche. Donc je pense que oui, il va y avoir toutes sortes de challenges. Et d'ailleurs, les gens qui sont présentement syndiqués dans ces fédérations, il y a toutes sortes de luttes qui se passent autour de ces questions. Et moi, quand je vois ça, je me dis, oh, mais je veux être là, moi aussi. Je veux être dans cette fédération pour pouvoir m'impliquer dans ces luttes, pour pouvoir aller aux assemblées nationales et critiquer ci ou ça et essayer de faire avancer les choses, faire améliorer les choses. Quand on n'est pas dans un syndicat, on ne peut pas faire ça. Quand on travaille dans une entreprise capitaliste, on n'a aucune voix, on n'a aucune manière de s'impliquer pour se gouverner, il n'y a pas de démocratie. Donc, un syndicat, pour tous les problèmes que ça peut avoir à l'interne, c'est une bonne chose, en fait, que ces luttes existent. Enfin, voilà, ça, c'est ma réponse. Merci. Pardon. Oui, pardon, je n'avais pas répondu. Là, je me rends compte que j'avais pas un peu répondu à côté à la question d'avant, mais du coup, pour moi, en fait, il ne faut pas se tromper en pensant que le non-investissement de centrales syndicales sont liés à des accords politiques. En fait, c'est jamais le cas. C'est toujours lié à, alors déjà, une faiblesse du syndicalisme. On n'a pas, alors je sais que c'est un peu plus professionnalisé en Amérique du Nord, où vous avez notamment des organizers, ce que nous, on n'a pas du tout, hein, c'est pas du tout notre tradition. Mais du coup, on manque de gens, enfin, tout simplement, déjà. Et oui, il y a globalement un désintérêt, en fait, de la part des centrales qui ne placent pas du tout le jeu vidéo comme un secteur stratégique. Contrairement à, par exemple, ce qui a été fait pour les livreurs, où du côté de la CGT, il y a eu demi-temps financé pour le développement syndical des livreurs à vélo. C'est pas le cas dans le jeu vidéo. Je sais que ça a été un débat lors d'un des congrès de la CGT, notamment vis-à-vis des indépendants. Donc en fait, la question de la syndicalisation des auto-entrepreneurs et des indépendants en se demandant est-ce qu'on syndique des patrons, etc., elle a été posée notamment vis-à-vis des plateformes de jeux vidéo. Donc ça, c'est assez intéressant, mais en fait, on l'a complètement oublié. Et il me semble pas que la CGT, qui est quand même le plus gros syndicat en France, mette en place une politique de développement. Mais c'est pas du tout lié à des enjeux politiques en fait, le jeu vidéo, ils ont des revendications trop progressistes, etc. Ça, les centrales syndicales, enfin, s'en fichent complètement. Je veux dire, ça n'a jamais été un enjeu. Ça peut être un enjeu au moment des congrès, mais c'est pas un enjeu en termes d'implication au développement syndical. Le développement syndical, il est lié aux moyens et à est-ce qu'on pense que c'est un secteur stratégique. Or, je pense qu'on a encore l'idée que c'est des cadres et que donc ce n'est pas un milieu stratégique. En fait, toute cette idée, bah, qu'on retrouve beaucoup chez les scientifiques, du capitalisme de plateforme, capitalisme numérique, le fait d'expliquer que finalement, on a des travailleurs de l'immatériel, enfin, bon, vous êtes sûrement familier de cette littérature-là, elle n'est pas du tout arrivée au syndicalisme et aux syndiqués. Donc, ils ne pensent pas que le travail numérique est un goulot d'étranglement du capitalisme, comme on dit. Je sais plus comment on dit en anglais, mais c'est une théorie assez classique du fait de dire que les flux, notamment numériques, sont des secteurs stratégiques. Ça, c'est pas quelque chose qui est pensé dans les centrales syndicales. Merci beaucoup pour la discussion super intéressante. En fait, j'ai 2 questions. Je ne sais pas si je peux les poser les deux, elles ne sont pas liées. Mais la première, ce serait un peu pour tout le monde.
on voit de plus en plus d'un modèle alternatif aussi aux entreprises communes comme les coops, par exemple, qui commencent à émerger beaucoup. Est-ce que vous voyez ça justement comme un mouvement un peu anti-syndicaliste parce que ces travailleurs-là vont pas nécessairement aller vont pas nécessairement syndiquer. Au contraire, c'est comme une autre forme de solidarité aussi, d'après vous. Puis ma deuxième question, c'est surtout pour Games Workers Unite ici. Tantôt, en fait, vous avez parlé de la question de la question de la survie de l'entreprise. C'est un discours vraiment très dominant. Puis justement, il y a quelques semaines, quand ça a été présenté dans les médias que la CSN devenait un partenaire de Games Workers Unite, il y avait une réponse médiatique très patronale de justement, c'est bon, l'entreprise, l'industrie va pas super bien en ce moment. On veut, je suis ni pour le patronat ni pour les employés. En tout cas, bref. Mais c'est vraiment un discours très, très patronal qui était dominant, vraiment une grosse réponse. Est-ce que vous avez des stratégies? Est-ce que vous voyez ça comme ça fait peur à vos travailleurs ou au contraire? Bref, voilà, c'est ça. Ouais. Alors, pour les coops, oui, donc oui, les coops, c'est super. C'est des entreprises où il n'y a pas de patron et d'employé parce que en fait, les propriétaires de l'entreprise sont les personnes qui y travaillent. Donc, si on travaille une coop, en général, il y a une période de probation et ensuite, on devient copropriétaire de l'entreprise et c'est une propriété collective. Tout le monde a le même, et donc c'est géré démocratiquement, etc. Ce qui ne veut pas dire horizontal parce qu'on peut élire des personnes avec des positions de responsabilité, etc. Mais ça peut être horizontal aussi. En tout cas, est-ce que c'est pour ou contre la syndicalisation? Alors, je pense ça devrait être pour, mais il faut faire des efforts pour ça. Parce que, justement, les personnes qui sont dans des coopératives de travail sont un peu dans cette position où leurs intérêts, ils ont des intérêts en commun avec les travailleuses et les travailleurs dans l'industrie du jeu vidéo, mais ils ont aussi des intérêts en commun avec les patrons. Donc, par exemple, ça va les intéresser, ça va leur intéresser des trucs comme ce qui a été mentionné, la relation des entreprises, des petites entreprises, des studios par rapport aux plateformes de distribution. C'est un truc qui concerne les patrons et c'est un truc qui concerne aussi les coops. Donc, ils vont former des liens à la fois, des liens d'organisation, des liens à la fois avec les studios capitalistes classiques, mais ils vont aussi avoir des liens de solidarité avec les travailleurs. Et il faut les entretenir, ces liens, il faut les encourager. On a des très bonnes relations avec les quelques coops à Montréal qui existent. En fait, on a des membres de Game Workers Unite qui viennent de ces coopératives de travail. Donc, les coops ont explosé depuis justement la formation de Game Workers Unite et je pense que c'est en grande partie. En fait, on a un comité coop, on fait de la littérature sur les coops, on aide les gens à démarrer des coops, on les met en contact avec des organisations Donc, c'est très prometteur, mais il faut toujours se rappeler que démarrer une coop, c'est quelque chose qui n'est pas disponible pour tout le monde. Il faut être capable d'être entrepreneur, il faut avoir accès au capital. Et d'ailleurs, c'est plus difficile d'avoir accès au capital parce qu'il faut que ce soit du capital no strings attached, parce qu'un capitaliste ne va pas investir dans une coop parce qu'il ne va rien avoir en retour. Donc, ça doit être les parents ou ça doit être, etc. Donc, pour la majorité des personnes qui travaillent dans l'industrie, les coops ne sont pas une solution. Et c'est pour ça qu'on a besoin des syndicats. Donc, ce qui va vraiment changer les choses à grande échelle, c'est les syndicats. Mais un autre avantage des coops, c'est que quand on a des petits patrons de petites entreprises gentils qui sont comme « je veux être gentil, dites-moi comment être gentil », on leur dit « ah, mais vous pouvez faire, regardez, vous pouvez faire une transition à une coopérative de travail, vous pouvez donner votre entreprise à vos employés, la partager, vous aussi vous restez là à la coop, mais c'est comme ça qu'on fait, vous pouvez faire ça ». Et on leur donne des ressources, voilà, vous pouvez faire ça, etc. Après, la plupart du temps, ils ne le font pas, mais sur le point de vue rhétorique, justement, pour contrer cette idée de la petite compagnie famille où on est tous amis, c'est très puissant parce que les gens, mais pourquoi, si ton patron est si gentil, pourquoi est-ce que vous n'êtes pas une coopérative de travail alors, hein? Puis sur la deuxième question, sur la réponse patronale à l'annonce, par exemple, de la coopération entre Game Workers Unite Montréal et la CSN,
C'est une réaction classique à laquelle on s'attendait et non, ça ne nous fait pas particulièrement peur. Au contraire, je pense que ça veut dire qu'on nous prend au sérieux, ce qui est plutôt encourageant. Puis de notre côté, bah, évidemment, c'est sûr qu'on n'a pas du tout la même lecture des conséquences que le patronat peut voir à ce type de coopération. Un des arguments classiques qui a été dit dans la presse, c'est que bah, les entreprises vont partir du Québec si y a des syndicats qui commencent à se former dans les entreprises. Personnellement, enfin, nous, on n'y croit pas trop. Les subventions sont là, les talents sont là, les écoles sont ici, fait qu'il y a quand même un grand intérêt pour les entreprises à rester ici. Encore une fois, il y a eu aussi une présentation des initiatives syndicales comme d'un tiers parti, comme si on parlait de quelque chose de complètement étranger, alors qu'en fait, on parle des employés, des travailleurs et des travailleuses de l'industrie. Donc, il n'y a pas à aliéner quoi que ce soit, en fait. C'est juste les personnes qui créent, qui juste décident de s'organiser. Donc, non, on n'est pas particulièrement impressionné par ça. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter? Peut-être pour ajouter rapidement, l'organisation, l'équivalent, en France, il y a le SNGV, Syndicat National du Jeu Vidéo, qui représente donc les patrons. L'équivalent ici au Québec, c'est la guilde du jeu vidéo. Et dans justement... Ah, bon, ben, je dirais la même chose même s'ils étaient là, mais ils ont une très mauvaise réputation parmi justement les travailleuses et les travailleurs dans l'industrie du jeu vidéo. Tout le monde déteste la guilde, tout le monde. Surtout que la guilde au début s'est présentée comme on est pour justement les petits studios indés, on est pour les petits. Et ensuite, dès que Ubisoft et EA voulaient rejoindre, donc maintenant ils représentent tous les patrons. Et alors, ça nous étonne pas quand justement la CBC veut interviewer des représentants de l'industrie pour leur demander qu'est-ce que vous pensez de la syndicalisation. Ils vont à la guilde et c'est des patrons qui leur disent oh non, la syndicalisation, on s'attend à ça et je pense que tout le monde, personne vraiment enfin la majorité des travailleurs dans l'industrie ne prennent pas la guilde au sérieux et donc et puis aussi ouais ces médias les gens qui travaillent dans l'industrie, ils ont leur propre manière de partager l'information et les nouvelles, et c'est pas CBC. Et après, dans les commentaires sur l'article de CBC sur la syndicalisation, c'est pas des gens qui travaillent dans l'industrie, là, enfin, en tout cas, je pense que ça à mon avis, les gens savent que ça veut rien dire, ça. Les gens savent qu'il y a toujours des boomers qui commentent sur les trucs et tout. C'est pas... ouais, en tout cas, voilà. Je suis vraiment ravi de vous rencontrer. En fait, ça fait une année qu'on développe un projet de recherche, notamment on essaie de vous rencontrer. On est déjà en contact avec vous et le STGV, mais il y a des éléments là qu'on voit circuler. On a une vraie soif d'information. Donc, j'ai une question très directe pour Joachim. Qu'est-ce que s'est passé concrètement à Vodeo? Peux-tu nous décrire un peu le processus de syndicalisation à Vodeo et comment ça s'est fini en fait? Parce que voilà, je ne veux pas gâcher la fin. Merci. Bon, voilà, c'est une autre question très concrète pour les deux. On sait qu'il y a eu des dizaines de milliers de mises à pied ces dernières années. Quels sont les effets concrets que vous sentez auprès de vos collègues, en fait? Qu'est-ce que ça produit en tant que conséquence pour le mouvement pro-syndicalisation de jeux vidéo en Amérique du Nord, notamment? Partout. Merci. Alors, c'est enregistré, ouais, ok, bon, parce que je vais dire, oui, non, c'est pas grave, c'est en français de toute façon, donc ce que je veux dire, c'est que ça, c'est mon avis personnel et que mes collègues qui aussi font partie du syndicat, ils peuvent avoir des avis complètement différents. Hein, donc, c'est vraiment... Mais en fait, ce qui a... la syndication en vidéo s'est fait quand même sur une assez longue période, je pense un peu plus de l'organisation. Enfin, c'est assez court en fait, je pense. Quand on pense à combien ça prend d'habitude, ça s'est fait sur 1 an ou un peu plus quand même. Et il y a vraiment eu comme avant le moment où justement on a eu officiellement comme tout le monde a signé les cartes, etc.
une sorte de... Il y a eu comme des changements à la compagnie qui ont comme un peu poussé ça à accélérer. Donc, et une de ces choses, c'est qu'il y a un des projets sur lesquels on travaillait qui était très prometteur, qui a été annulé pour des raisons qui n'étaient vraiment pas claires. L'éditeur, donc le publisher, voulait mettre plus d'argent dans le projet. Avait déjà investi de l'argent et disait on veut investir plus d'argent, on veut financer ce projet pour qu'il soit plus grand, pour que le développement... Et la compagnie a refusé et a annulé le projet. Il y a quelques personnes qui ont été mises à pied. Il y a d'autres personnes qui ont été déplacées à l'autre projet ou qui ont été changées de temps plein à temps partiel, etc. Et donc ça a vraiment choqué beaucoup de gens. Et ça, je pense qu'il y avait déjà ce processus d'organisation, de syndicalisation, mais ça a accéléré les choses. Et une des choses, quand une compagnie se syndique aux États-Unis, mais je pense que c'est à peu près comme ça partout ailleurs, il y a une obligation à ce moment-là du patron de montrer les chiffres, c'est-à-dire open the books. Et donc, ce qu'on s'est rendu compte quand on a vu ça, c'est que la compagnie avait, en fait, le patron n'avait même pas de books. C'était assez mal géré. Et que en fait la compagnie était en mauvais état financièrement et c'était quelque chose qui n'était pas forcément clair avant la syndicalisation, mais qu'on s'est rendu compte. Et pendant notre processus de négociation de la convention collective, il y avait en même temps une sorte de mobilisation de tous les employés pour essayer justement de sauver la compagnie parce qu'elle n'avait pas duré longtemps. Et donc c'était vraiment un peu, les employés faisaient un peu l'effort pour essayer de sauver sa compagnie à ce cas. Faisaient des meetings avec des publishers pour essayer de trouver du financement, etc. Pendant que lui, à la fin, le dernier mois, il a pris des vacances. Donc c'est un peu, mais tout en étant publiquement, ouvertement, complètement pro-syndicat, etc. Il n'a jamais il n'a jamais exprimé une opposition. Après, comment il se sentait vraiment, on peut spéculer là-dessus. Mais oui, donc malheureusement, ce qui s'est passé, c'est qu'on s'est syndiqué et qu'on s'est rendu compte que la compagnie était en très mauvais état. Et donc, la compagnie a malheureusement fermé avant qu'on finisse la négociation de la convention collective. Donc, mais on a quand même notre processus de négociation, notre brouillon, par exemple, a servi à d'autres syndicats avec qui se sont formés dans d'autres compagnies, notamment Tender Clause, avec qui on a partagé notre expérience, notre projet, etc. Donc, je pense que ça a quand même été une contribution importante pour le mouvement syndical. Mais ouais, malheureusement, c'est un peu la situation avec beaucoup de ces petits studios indépendants, tu sais, ils ne durent pas très longtemps. Hein. Si un studio indépendant déjà dure plus que 5 ans, c'est assez exceptionnel, ces petits studios comme ça. Donc, je ne sais pas si ça répond à ta question, mais ouais. J'aurais d'autres questions. On peut peut-être en parler après. Et par rapport aux conséquences que les mouvements de licenciement de masse que l'industrie subit particulièrement depuis ces 2 dernières années, même si c'est quelque chose qui a toujours existé, c'était juste un peu plus ponctuel avant. Très concrètement, les conséquences que ça a, déjà sur les travailleurs, les conditions de travail, c'est que y a une perte énorme de connaissances, de talents qui vont sûrement jamais revenir dans l'industrie parce qu'il n'y a juste pas assez de travail pour absorber toutes ces personnes-là, actuellement en tout cas. Il y a des conséquences humaines vraiment désastreuses. Si je prends par exemple l'exemple du Québec, il y a beaucoup de main-d'œuvre qui est de la main-d'œuvre immigrée qui vient travailler dans le jeu vidéo. Puis quand tu perds ton emploi, tu perds ton permis de travail. Fait que tu dois quitter le Québec sous 3 mois, ou alors il faut que tu retrouves quelque chose entre-temps. Donc vraiment des drames humains qui font que y a quand même une conséquence sur la motivation, puis l'inspiration, etc., à rester dans cette industrie-là. Même pour les personnes qui ne subissent pas de licenciement, mais qui vont rester en emploi, il y a quand même des conséquences psychologiques et sociales assez importantes. Par contre,
bah, de notre côté, c'est sûr qu'on voit une plus grande adhésion justement aux idées et aux initiatives syndicales. C'est beaucoup moins tabou maintenant que des gens publiquement disent sur Twitter, faut se syndiquer en fait là, parce que tu sais, genre, il n'y a pas vraiment d'autres solutions pour faire face à ça. En plus, on a vu encore très récemment que parfois la présence syndicale dans une entreprise pouvait, si ce n'est pas éviter les licenciements collectifs, en tout cas mieux les prévoir et mieux les vivre, avec par exemple des réductions du licenciement qui devait avoir lieu, des meilleures conditions de licenciement aussi. Enfin bref, c'est quand même des atouts malgré tout. Donc c'est sûr que ça fait partie des arguments phares avec lesquels nous, on lance aussi notre campagne actuellement avec la CSN, c'est la stabilité, la sécurité de l'emploi, particulièrement en 2024. Il y a une des choses aussi qui ont été c'était pour rebondir sur ce que tu disais sur la réaction des patrons qui disaient que oui, le Québec a quand même été un peu épargné par rapport au reste de l'Amérique du Nord. Donc, il n'y a pas vraiment de raison de syndiquer le milieu parce qu'on a eu que 500, 600 licenciements, ce qui est déjà énorme. Pour en connaître certains, ça reste dramatique. Et une des raisons pour lesquelles il y a eu moins de licenciements au Québec pour l'instant, c'est le droit du travail qui est un petit peu plus protecteur. Et le droit du travail qui est un petit peu plus protecteur, on le doit à des initiatives syndicales. Donc voilà, pour moi, c'est un peu c'est genre la démonstration que il y a quand même un intérêt à faire ça. Oui, juste, c'est relié justement, je pense, au licenciement. Un des trucs qu'on a réussi à négocier à Vodeo à la fin, c'est que toutes les ventes du jeu, justement, qui avait été fait, qui s'appelle Beast Breaker, en fait, au lieu d'aller, les revenus iraient en priorité aux justement travailleurs qui ont travaillé sur ce jeu et qui ont perdu leur emploi, plutôt que d'aller à payer les dettes du patron, etc., etc. Donc, c'est un des trucs qu'on a quand même réussi à avoir. Et je pense que c'est un exemple, justement, que même dans un environnement où, tu sais, parce que les syndicats, ça peut faire beaucoup pour rendre les licenciements moins alléchants pour les patrons. C'est-à-dire avoir toutes sortes de trucs. Bon, OK, si les patrons ont le droit de faire des licenciements s'ils peuvent prouver que c'est nécessaire, etc. Mais il peut y avoir, les syndicats peuvent négocier des primes, etc., qui vont quand même un peu démotiver les licenciements. Mais aussi, des choses comme ça peut être une option, que même si la compagnie ferme, il peut y avoir un accord qui dit que, à ce moment-là, il y a quand même une compensation pour les employés en priorité, etc. Donc, c'est quand même quelque chose qu'on a réussi à avoir. Est-ce que Chloé, tu as quelque chose à rajouter sur ce que viennent de dire Joachim et Macha pour conclure cette session de questions? Je suis désolé, on a un peu. Ouais, on a un truc un peu serré. Et puis Chloé est aussi en France. Aussi, si vous voulez de la propagande, on en a. Non, mais je sais pas à quel point les questions m'étaient adressées, donc voilà, tout ce que je peux dire sur le patronat, par exemple, c'est que il est très clairement peu enclin à organiser les relations professionnelles, c'est-à-dire que c'est un patronat qui refuse son rôle de patronat, qui refuse de mettre en place les instances représentatives, qui refuse de mettre en place l'ensemble des protections et de la responsabilité qu'il a en tant qu'employeur et qui en fait le transfère sur les travailleurs. Ça, c'est très clair et donc effectivement, faire accepter le syndicalisme, c'est déjà une lutte en soi. Comme je vous disais, il y a un processus d'institutionnalisation, donc c'est en train d'être fait, mais effectivement, on peut pas ignorer qu'il y a une forme d'accusation du syndicalisme d'être quasiment un ennemi de l'étranger, quoi. Effectivement, ce côté, ça vient de l'extérieur, et en fait, c'est pas des gens de l'extérieur qui vont aller nous expliquer comment ça doit fonctionner dans la famille. Franchement, des fois, c'est quasiment mafieux, en fait, comme réflexe. Et ça, c'est clair que c'est assez particulier. Après, c'est propre à toute petite entreprise et à toute industrie un peu jeune. Mais bon, le jeu vidéo, c'est quand même de moins en moins jeune. Même si en France, on peut dire que la production, elle date, la vraie production, elle date d'il y a 30 ans, en fait, pas beaucoup plus que ça.
Mais bon, effectivement, on est sur une normalisation des relations qui est quand même un peu rassurante. Et, et on progresse très clairement. Après, il va falloir aussi que les pouvoirs publics décident d'avoir d'autres interlocuteurs que les représentants du patronat. Et c'est clair que, bon, je sais que les camarades l'ont un peu fait exprès, mais avoir un nom de syndicat qui est quasiment le même que celui du représentant patronaux, c'est un peu, voilà, ça participe aussi à brouiller des pistes qui sont déjà un peu brouillées de base. Donc, très clairement, il y a énormément de gens qui pensent que le SNJV, c'est un syndicat de travailleurs. Et ça, c'est clair que c'est aussi assez particulier d'avoir un syndicat patronal qui a autant de place. Et il y a des vraies stratégies, alors tu disais advocacy, mais bon, de lobbyisme, on appelle ça en français, qui est quand même très clair. Et d'ailleurs, historiquement, c'est le SNJV qui a été entendu par les députés et par le gouvernement parce qu'il favorisait une politique de l'emploi. Et donc, on a aussi des patrons qui sont entendus au nom du fait qu'ils produisent des emplois. Et ça, c'est exactement la même chose que ce qui se passe justement pour la livraison. Donc, de manière générale, les entreprises du capitalisme numérique, elles jouent énormément sur ce chantage à l'emploi auprès des gouvernements qui n'ont pas de volonté de protéger les droits des travailleurs. Et voilà, alors qu'on a enfin, des postes d'inspecteurs du travail qui sont gelés, c'est un peu inquiétant. Mais ce que je voulais dire, c'est qu'il y a quand même une forme d'espoir du côté aussi du droit, parce que nous, en France, on a quand même beaucoup de procès. Et j'ai l'impression que c'est quand même un des répertoires d'actions qui s'ouvre aux syndicalistes. Mais pour ça, il faut avoir des avocats militants. Et clairement, en France, je connais un nom qui fait tous les procès. Mais du coup, heureusement qu'il y a des personnes comme ça qui s'engagent et qui sont des vraies ressources. Donc, à mon avis, voilà, se tourner du côté du droit, c'est aussi une ressource qui permet de pallier aussi aux faiblesses qui sont un peu malheureusement structurelles du syndicalisme. Mais il faut pas perdre espoir et le fait qu'il y ait notamment beaucoup de liens aussi internationaux, à mon avis, c'est une grande force de ce type de syndicalisme et c'est tout à fait approprié au fait que ce soit des multinationales. C'est pas un hasard. Merci beaucoup Chloé, de conclure la table ronde sur ces mots-là. Merci à vous trois d'avoir accepté de parler aujourd'hui. Bah, merci beaucoup pour l'invitation. Ça fait très plaisir d'être un peu à Montréal. Alors, on va marquer une pause de 15 minutes.